J'étais venue, moi, avec des amis qui devaient partir le 3 avril au Rwanda et qui m'ont appelé et qui m'ont dit, Jeanne, est-ce que on part en même temps? Mais mes amis de Rimouski m'avaient préparé un party pour le 6 au soir. Alors j'ai dit à mes amis rwandais, non, je ne vais pas décevoir mes amis, je vais aller à le party et je partirai la semaine qui suit. Et ils sont partis le 3 et ils sont tous morts. Et moi, le 6, en revenant de mon party, mon ex m'appelle et il me dit, c'est la guerre, l'avion du président vient de tomber. J'entendais dans nos combinés téléphoniques des coups de fusil. Puis il me dit, je suis à la maison, je suis tout seul, je ne suis pas avec les enfants. Les enfants sont chez la marraine de notre fils. Puis ça tire depuis cette nuit, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Je suis arrivée exactement le 17 août 1993. À ce moment-là, j'étais maman de 2 enfants. J'avais une fille de 7 ans et un garçon de 3 ans. J'étais mariée avec le papa de mes enfants. Et j'étais dans un Rwanda qui sort d'une période de guerre finalement. Parce que les gens ils pensent que le génocide du Rwanda c'était en 1994, évidemment, mais la guerre a commencé en 90. Puis à cette période-là, je venais de perdre mon père et je travaillais au ministère de l'Éducation et j'étais insatisfaite parce que l'instabilité politique ne me permettait pas d'avancer dans mes projets. Et je me suis dit, je pars, je m'en vais étudier, je vais faire mon doctorat en sciences de l'éducation au Québec. Et je me disais, j'ai déjà été au Québec, j'avais déjà été ici en 89, en 90, je connais Rimouski, ça va bien aller. Mais je n'avais pas réalisé que venir au Québec en visite et venir au Québec pour s'y installer, c'est pas la même chose. Et quand je suis arrivée, je me suis sentie seule, perdue, isolée. Je me suis mis à faire de l'anxiété, à me dire, mais my God, qu'est-ce qui va m'arriver si je tombe malade, là, qu'est-ce qui va m'arriver? J'ai personne à appeler. J'ai raconté ça à ma tante. Ça ne marche pas. Je te donne 2 semaines et trouve-toi des amis. Si d'ici 2 semaines, tu n'as pas trouvé une amie à qui que tu peux appeler la nuit si tu es malade, pour arrêter de faire de l'anxiété comme ça, je t'envoie un billet d'avion et tu rentres. Ça m'a fouettée. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé une fille dans ma classe. Elle est devenue mon amie depuis ce moment-là. Puis aujourd'hui, c'est ma collègue d'ailleurs. Puis je me souviens là comme une petite fille, Diane, il était 6 heures le soir. Est-ce que je peux te parler s'il te plaît? Oui. Est-ce que tu penses que je pourrais t'appeler si je suis malade pour m'accompagner à l'hôpital? Elle dit oui, mais pourquoi? Es-tu malade? Non. As-tu mal quelque part? Mais non. Mais pourquoi tu veux que je t'accompagne à l'hôpital? Je voudrais juste être sûre. Est-ce que tu as une maladie chronique? Mais non, je n'ai pas de maladie chronique. Et il m'a dit, Jeanne, il n'y a pas de souci, tu peux m'appeler quand tu veux. Elle a réalisé à ce moment-là que j'étais en détresse. Je pense qu'elle a réalisé beaucoup plus que moi. À l'époque, moi, je n'étais pas si consciente que ça. Là, il s'est mis à m'inviter. Puis il m'a introduit dans son cercle d'amis. Et j'ai commencé à me faire des amis comme ça. Il y a une espèce d'ouverture, comment je dirais, de surface. Les Québécois sont très gentils, ils sont tout le temps gentils, bienveillants, souriants. Tu les salues, ils te répondent. Puis t'as l'impression, moi, j'avais l'impression d'être la bienvenue.
je me promenais avec mon cabaret, tu sais, le midi, je m'en allais manger à l'université. Je prenais mon cabaret, puis j'arrivais, monsieur, bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Guillaume, moi c'est Jeanne-Marie, est-ce que je peux manger avec vous? Mais bien sûr, je m'assoyais, puis je passais une heure absolument agréable, surtout que je parlais à personne à ce moment-là. Et là, moi, je rentrais, j'étais contente, je me suis fait une amie. Le lendemain, on se croise dans le corridor. Salut Guillaume, ça va bien? On se connaît, mais on a mangé ensemble hier. Ah, excuse-moi, je t'avais pas reconnu, tous les Noirs se ressemblent. Mais à l'époque, on devait être comme 3, 4 femmes noires là sur le campus, quoi. Chez nous, on dit ça que l'étranger, c'est le messager des dieux. Et c'est comme si on s'attirait de la chance quasiment d'être bienveillant avec l'étranger. Puis on se dit aussi que c'est ça qui va arriver à nos enfants. Si jamais ils vont ailleurs, ils vont être bien accueillis. Tu sais. Alors, donc, tu te promènes comme ça en t'attendant à ce que tout le monde pense comme chez vous. Et qu'ils vont t'accueillir parce que c'est toi l'étranger. Alors que dans l'imaginaire québécois, ça m'a pris des années avant de me rendre compte de ça. C'est le contraire, ils ne veulent pas déranger, ils ne veulent pas s'imposer. Et donc, ils sont gentils, ils sont là. Si tu leur demandes, ils disent oui, mais si tu leur demandes rien, ils passent. Parce qu'ils ne veulent pas s'imposer. Mais ça, les immigrants, ils ne savent pas ça. Et moi, ma chance, c'est que j'étais capable de demander. À cette époque-là, j'avais du temps. Là, j'en ai plus, là. Mais avant, j'avais du temps. J'avais beaucoup de temps. Et j'étais entourée par des gens qui n'en ont pas. Et ça aussi, ça crée un fossé. Quand on n'a pas le temps, on n'a pas le temps pour les liens. On n'a pas le temps pour la solidarité. On n'a pas le temps pour l'écoute. On n'a pas le temps pour offrir de la présence. Puis, il n'y a personne qui veut te faire du mal, mais ils sont juste débordés par leurs enfants, leurs études, leur travail. Mais quand toi, tu viens d'ailleurs, tu ne sais pas ça. L'expérience la plus marquante que j'ai eue, c'est quand... Alors, moi, je suis arrivée en 93, tu vois, puis en 94, il y a eu le génocide. Puis à ce moment-là, moi, je suis ici, puis mes enfants sont au pays. Ma mère est au pays, mes frères et sœurs sont au pays, mon mari est au pays, au Rwanda. Et moi, je suis prise ici dans une chambre d'étudiante, alors que mon pays est à feu et à sang. Alors que mon petit garçon de 3 ans est là-bas, ma petite fille de 7 ans est là-bas. Je venais de parler à ma fille, mais je ne savais pas si 5 minutes plus tard, elle ne venait pas de se faire tirer. Je ne pouvais pas le savoir. Puis, j'ai été supportée beaucoup par mes amis québécois pendant cette période-là. Mais là, je l'ai profondément expérimenté, la solidarité dont les Québécois sont capables. Les gens étaient complètement bouleversés par ce qu'ils voyaient à la télé et bouleversés de connaître quelqu'un, un humain qui vient de là et qui voit sa famille se faire ça, quoi. Les gens étaient là, ils étaient autour de moi, ils étaient impuissants avec moi. Mais je les sentais là. Mon directeur de thèse, un jour, il arrive chez moi avec une boîte. Il m'appelle, il me dit, j'arrive. Il a sa petite boîte qui est bon, qui est plein de muffins. Puis avec un vieux livre de la philosophe Simone Veil. Il est devant moi, il est grand comme ça, je le regarde comme ça. Puis il pleure. Il venait de voir les nouvelles, il pleure, puis les larmes descendent comme ça dans sa barbe. Puis il me dit, Jeanne-Marie, je suis tellement impuissant. Je ne sais pas quoi faire et ne rien faire est impossible. Puis là, j'ai décidé de te faire des muffins avec beaucoup de sucre pour te réconforter. Puis là, ce livre-là, c'est un livre que ma tante m'a donné à un moment donné de ma vie où j'étais totalement déboussolée, découragée. Puis il m'a aidée. J'espère qu'il va t'aider toi aussi. Ce soir-là,
Je venais de voir à la télé des enfants de ma cousine qui parlent avec les gens de la Croix-Rouge et qui racontent que leurs parents viennent d'être tués. Tout le Québec voyait ces images-là, mais pour eux, c'était des barbares d'ailleurs. Là. Moi, c'était les miens. T'sais. Ce soir-là, je pense que c'est le seul moment de ma vie où j'ai eu des idéations suicidaires. Je me disais, c'est pas que je voulais mourir, mais c'est comme si je ne voyais pas comment ce monde pourrait continuer d'être habitable. Je ne voyais pas pourquoi je continuerais de vivre, pour qui, pourquoi. J'espérais pas retrouver mes enfants, j'espérais pas retrouver mes frères et mes sœurs, j'espérais plus rien. Après que Jacques soit sorti de chez moi, je suis allée me couler un bain. Et j'ai amené son livre dans mon bain. Je te jure, j'ouvre mon livre. Et la phrase que je lis, c'est « Vous ne possédez rien dans ce monde, parce que le hasard peut tout vous enlever. La seule chose que vous possédez, c'est le pouvoir de dire je. Tout le monde est capable de dire je, sauf ceux dont le jeu a été tué par l'extrême malheur. » Ce soir-là, ce cadeau-là, ce livre-là, cette phrase-là a organisé la suite de ma vie. Alors, il y a eu de la solidarité autour de moi. Il y a eu, quand mes enfants sont arrivés, le même directeur de thèse qui s'en allait en sabbatique et qui ne voulait pas blesser ma dignité en me faisant de la charité. Il m'a offert de venir chez lui pour garder ses enfants. Lui était séparé de sa femme, pour garder ses enfants en attendant que les enfants partent au Costa Rica avec leur mère. Puis il dit, en échange, je te laisse ma maison. Mais je n'étais pas dupe. Il m'a laissé sa maison pour que je puisse trouver un espace où accueillir mes enfants qui devaient arriver. Pour que mes enfants arrivent, c'est Suzanne Tremblay, l'ancienne députée bloquiste qui vient de décéder, qui était une ancienne prof à l'UQAR, qui était l'amie de mes profs de l'UQAR à ce moment-là. C'est eux qui m'ont présenté à Suzanne, et c'est Suzanne qui s'est battue à Ottawa pour que mes enfants puissent avoir des papiers du ministre pour venir me rejoindre. C'est encore mon directeur de thèse qui m'avait prêté sa maison, qui m'a envoyé 500 $ pendant les 4 mois que j'ai passé chez lui, mai, juin, juillet, août. J'étais dans sa maison et je payais rien et il m'a envoyé 500 $ pour nourrir mes enfants. Tous ces 4 mois-là. Je dis souvent ça à mes étudiants, je dis, mes parents ont mis au monde une fille. Cette fille-là, elle est morte avec la guerre. Celle que vous voyez, c'est la fille de mon chemin et c'est la fille de mes liens. Après avoir vu des images d'horreur à la télé, elle vient me voir. Puis elle, sa préoccupation, c'était Jeanne-Marie, elle ne pleure jamais. Comment qu'elle vit avec ça? Comment c'est possible de vivre des affaires aussi horribles puis de ne pas pleurer? Elle avait mis sur les murs des feuilles blanches, partout, sur les murs et sur la terre. Puis elle avait un gros seau de peinture rouge. Puis elle prenait des peintures, là, puis elle jetait ça comme ça sur le mur. Ce qui fait que quand je suis rentrée dans cette salle-là, j'avais l'impression que les murs saignaient. Je lui avais raconté que j'avais envoyé une cousine aller chercher mes enfants là où ils étaient. Puis quand elle est arrivée là, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de personne, il n'y avait pas de meubles, il n'y avait que du sang partout.
Puis là, elle a reproduit cette image-là. J'ai fini par me retrouver là en boule dans le coin de la pièce. Elle voulait que quelque chose, que mes émotions rejoignent mon corps finalement. Tu sais. Puis là, ça m'a percuté. Là. Tout à coup, ce qui m'arrivait devenait du matériau pour travailler, du matériau pour vivre, plutôt que d'être quelque chose que je subis tout simplement. Ça m'a mis sur le chemin de la résilience en fait. Je le dois à ma renaissance, tu vois. Et je suis la fille de cette histoire. Pour rien au monde, je voudrais ne pas l'avoir vécue. Sur ce chemin-là, moi, j'ai appris comment on peut créer collectivement des conditions pour une résilience individuelle et collective. Et je pense que ce que j'ai appris, ce qu'ils m'ont donné, je l'ai redonné. J'ai redonné à ma communauté ici. J'ai fait de ma vie une transmission de ce que cet épisode-là m'a appris. Ce n'est que ça que je fais dans mes recherches, dans mes enseignements, dans mes consultations. C'est que ça que je fais. Et je pense que je l'ai reçu du Québec et je lui dois ça, de lui remettre ça, de redonner ça aux enfants de cette terre qui m'a tout donné finalement. À cause de cette histoire-là, j'ai fait une thèse ancienne de l'éducation sur la question de la souffrance comme expérience de formation. Comment faire de la souffrance une expérience formatrice plutôt qu'une expérience qui détruit. Tout le monde le sait. Trop souffrir, ça détruit les gens. On le sait bien. Mais j'avais l'intuition qu'il y avait des gens qui devenaient meilleurs au contact de la souffrance. Ma quête, c'est comment accepter que la vie humaine est une vie faite de finitude, de souffrance, de douleur, de vulnérabilité, que la mort fait partie de la vie et que vivre, c'est apprendre à mourir et c'est apprendre à gérer toutes ces choses-là. Et c'est parce que j'ai fait cette thèse-là que les collègues avec qui je travaillais déjà en recherche sur les histoires de vie, parce que j'avais fait une thèse autobiographique, ont reconnu ce que j'avais fait et ils m'ont engagée en psychosociologie. C'est pour ça que je suis allée en psychosociologie. Qu'est-ce que ça fait des psychosociologues? Ça accompagne le changement. Ça travaille avec les relations pour accompagner le changement dans les systèmes humains complexes. Les familles, les groupes, les équipes, les organisations, les communautés et les collectivités. Donc, j'avais comme la continuité normale de ma quête autour de mon doctorat. Je suis donc devenue une accompagnatrice de changement, une enseignante de l'accompagnement du changement, et je forme des intervenants psychosociaux qui sont... 27 ans plus tard, je ne peux pas aller aux grands endroits sans rencontrer mes anciens étudiants, quoi. Je me sens en perpétuel chemin, une voix qui m'appelle à devenir de plus en plus humain, à chaque jour de plus en plus humain, puis à ne pas gaspiller aucune des rencontres que je fais, à faire de chacune de mes rencontres une occasion d'humanisation, quelque chose comme ça. Puis je sais que ça sauve des vies. Ça a sauvé la mienne, je le sais. Ça, je le sais intimement.